sans tarder, je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Jean-François Goubet, qui est professeur donc, à l'ESPE Lille Nord-de-France, directeur du laboratoire Récif. Il est notamment l'auteur d'un livre extrêmement savant, Des maîtres philosophes, la fondation de la pédagogie générale par l'université allemande, paru au classique Garnier en 2012. Nous avons le plaisir d'avoir en lui tout à la fois un excellent connaisseur de la philosophie allemande et de l'histoire de la pédagogie allemande. C'est un plaisir que de l'entendre. Merci beaucoup. Ça va pour le son? D'habitude, je réussis à parler a cappella, hein, c'est-à-dire sans avoir besoin de micro. Celui-là peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, j'ai repris le titre qui m'avait été proposé, Philosophie et révolution pédagogique en Allemagne au XVIIIe siècle. Alors, j'ai repris ce titre comme titre de travail. La première remarque que je ferai là-dessus, c'est effectivement quand on parle de pédagogie, il faut tout de suite faire une précision. Parce que, est-ce qu'on va parler d'éducation en général, ou est-ce qu'on va parler d'éducation plus particulièrement scolaire et réservée à l'enfant? Ça, ce sont deux choses, ce sont justement une chose qui est à trancher. Alors, le mot pédagogie en Allemagne, justement, va bouger. Il va être institué au XVIIIe siècle, et vous allez trouver quelquefois les deux interprétations. Donc, il faut toujours voir dans l'adjectif pédagogie, ou pédagogique, ou dans le mot pédagogie, dans le substantif pédagogie, pas un ensemble de recettes de cuisine, de trucs, de classes, mais quand on parle de pédagogie en Allemagne, c'est l'équivalent de sciences de l'éducation au singulier en français ou de science of education en anglais au 19e. Donc pédagogie, ça renvoie bien à une matière qui va s'institutionnaliser, de la même manière que l'esthétique va devenir une matière institutionnelle en Allemagne au XVIIIe siècle. Et quelquefois, par pédagogie, effectivement, on va parler surtout de l'enfant et donc de quelque chose de très précis qui serait l'éducation de l'enfant et l'éducation justement étant prise dans un sens elle-même très précis. D'autres fois, par pédagogie pédagogique, on va renvoyer à l'éducation en général, notamment chez les auteurs plus connus en France que sont Kant et Fichte. Et donc j'essaierai à chaque fois de vous préciser de quoi on parle, parce que sinon on va se perdre. Alors, le point de départ de mon intervention, c'était un travail d'historien, qui est très bon, hein. Je l'ai relu avec beaucoup de plaisir, et justement je veux le commenter. Horst Möller, donc, qui a fait dans les années 80 un livre sur Fürstenstaat oder Bürgernation, donc l'état des princes ou une nation civile ou bourgeoise, on peut traduire des deux façons, l'Allemagne entre 1763 et 1815. Et dans cet ouvrage, il a deux chapitres qui m'ont intéressé. Le premier, Deutschland, Land ohne Revolution. L'Allemagne, pays sans révolution. Ça va, je coupe un peu. J'ai dit d'autres choses après, mais je ne suis pas sûr de traduire exactement. Je plaisante. Donc effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il commence évidemment par nous expliquer les conditions réelles qui ont fait que l'Allemagne n'était pas un pays propice à la Révolution, mais il ne fait pas que rappeler ces conditions réelles, il va après intervenir aussi dans l'histoire des idées. Donc c'est vraiment de très bonne facture ce qu'il a fait. Pourquoi ne pouvait-il pas y avoir de révolution en 1789 en Allemagne? Déjà, à l'époque, quand on dit Allemagne, c'est aussi bien l'Allemagne actuelle que l'Autriche. Il n'y a pas de distinction à faire. Pourquoi? Im Übrigen war das Reich auch kein Staat, den man revolutionieren konnte. Et bien, le Reich, donc l'Empire allemand, notamment l'Empire des Habsbourg, ce n'était pas un État qu'on pouvait révolutionner. Seuls les princes auraient pu révolutionner l'État. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y avait pas dans l'Allemagne des conditions réelles permettant la révolution. Notamment, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qu'il y avait en Allemagne? Vous avez le phénomène de territorialité. La territorialité, ça veut dire que vous aviez quelque chose de complètement explosé, avec énormément de petits princes qui avaient un pouvoir local. Même Joseph II, l'empereur d'Autriche en 1780, a tenté des réformes qu'il n'a pas réussi à mener à bien, parce que justement, on ne pouvait pas, depuis Vienne, mener des réformes comme on pouvait le faire en France. C'est-à-dire ce qui a manqué, Berlin et Vienne n'étaient pas Paris. Effectivement, ça c'était une première chose. La deuxième chose qui fait que réellement on ne pouvait pas avoir de révolution, nous dit cet historien allemand, en plus de la capitale, c'est l'absence aussi de sans-culottes, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de jacobinisme allemand, sauf dans certains endroits comme Mayence. Mais la plupart du temps, le mot jacobin que les uns et les autres se jetaient au visage en Allemagne, c'était juste une injure. Quand Fichte s'en prend à ceux qui l'ont chassé d'Iéna en disant « Je sais ce que vous n'aimez pas en moi, c'est le jacobin », en fait, il reprend les injures des adversaires
en disant « vous me traitez de jacobin ». Mais effectivement, un jacobinisme à la française n'a pas été possible. Il n'y a pas eu 1792, pas de terreur, on n'était pas dans les mêmes structures sociales. L'Allemagne n'est pas du tout un pays à la pointe du progrès social au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut voir que c'est un pays qui sort aussi au XVIIe siècle d'une guerre civile terrible, la guerre de 30 ans, qui a laissé des territoires exsangues, une situation politique extrêmement explosée, avec des territoires catholiques, des territoires protestants. Et donc on n'est pas du tout dans un pays qui est à la pointe de l'innovation sociale. Donc ce n'est pas du tout ce qui va se passer au XIXe siècle, où là l'Allemagne va devenir un géant européen, voire mondial, bon, même si ça n'a pas duré. Il y a eu aussi effectivement le phénomène d'aversion contre l'Église catholique qui était très présent en France. Et ce phénomène d'aversion contre l'Église catholique avec une énorme possession foncière catholique n'était réel que dans certaines provinces de l'Empire allemand, notamment les provinces catholiques. Et ça, effectivement, ça fait une énorme transition. Alors, j'arrête, j'ai été trop rapide avec ce qui est de l'histoire, mais justement là, quand on parle de confession, on a un énorme changement. La plupart des Aufklärer, donc des esprits éclairés, des Lumières allemandes, étaient des protestants. La plupart des gens qui ont promu justement les Lumières en Allemagne étaient des protestants, quelquefois même des pasteurs. Alors évidemment, par rapport à la France, ça fait un changement gigantesque. On a bien sûr eu quelquefois des livres sur les trois imposteurs, on a bien sûr eu des matérialistes allemands, mais tout ça c'est peanuts, la philosophie allemande est idéaliste. Est idéaliste ou a du mal à se curer de son idéalisme, de se soigner de son idéalisme. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de révolution en Allemagne? Très vite, les Allemands, notamment Campe, qui part de Berlin avec Humboldt pour aller recevoir sa nationalité d'honneur donnée par la France, déboule à Paris, et il écrit un très beau rapport, ce monsieur Campe, en disant, ben oui, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous, les Allemands, nous avons déjà fait la révolution. Et cette révolution, ça s'appelle Martin Luther. Donc les Allemands, depuis le début, disent, ben voilà, les Français ont fait la révolution politique, nous, la révolution, nous l'avons déjà faite, c'est la révolution de la liberté de conscience, de la liberté de penser, et cette révolution, eh bien, elle vient de Luther. Vous allez retrouver ça chez Hegel, vous allez retrouver ça chez Fichte. Bon là, je n'ai pas pris le texte, mais dans un texte que j'avais traduit, qui avait déjà été traduit avant, mais j'ai traduit et commenté il y a une dizaine d'années, sur la revendication de la liberté de penser, vous voyez bien que quand Fichte manifeste pour la liberté de penser, bien sûr, il le fait avec des accents français, mais des accents français qui sont parfaitement compatibles avec le luthéranisme. Donc ça m'amuse toujours de revoir des extraits de Fichte chez les libres penseurs de langue française, qu'ils soient belges ou français, parce que justement, c'est assez amusant de voir une profession de foi luthérienne pour des gens qui se réclament athées. Mais bon, c'est pas grave. Donc effectivement, il y a eu le moment Luther. Ce moment Luther qui aurait été déjà la véritable révolution. La véritable révolution de conscience. Hegel le redira, et après, au XIXe siècle, vous continuerez d'avoir des échos de ça, qui ne seront pas forcément des proclamations pro-luthériennes, mais vous aurez, chez Hegel ou même chez Marx, cette sentence habituelle, les Français ont fait la révolution réellement, nous l'avons faite en pensée. Et là, ils penseront effectivement à tout le système idéaliste ou à son retournement. Mais ça veut dire que la donne est déjà donnée depuis le départ. Les Français ont fait la révolution politique, oui. Les Allemands pensent aussi que la révolution, d'une certaine manière, a déjà été faite chez eux, elle a déjà été faite par le luthéranisme. Qu'est-ce qui se passe aussi effectivement en Allemagne? Je vais suivre là ce que dit encore Horst Müller, il le dit très, très justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, vous avez chez les Aufklärer allemands, dit-on, mais ça c'est juste, mais je le passe très vite, deux grands groupes. La plupart des esprits éclairés des Lumières ont été pour la Révolution française, la moitié s'en détourne en 92, et très peu restent fervents partisans de la Révolution française, et même ceux dont on dit qu'ils ont été des partisans de la Révolution française jusqu'au bout, comme Fichte, en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. Quand on regarde les derniers textes de Berlin, il nous dit, vu comment ça a commencé, ça ne pouvait pas finir autrement. Donc il y a quand même eu un retournement. Mais disons que le retournement, il y a eu des nuances. Il y a eu un retournement chez les uns et des nuances chez les autres, même s'il y a eu une adhésion quand même constante à la Révolution. Même chez Kant, même si vous connaissez les textes, effectivement, de début des années 90, où il revient sur la terreur et les événements sanglants, malgré tout, il nous dit, quand une révolution réussit, eh bien, il faut l'accepter. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de réalisme politique.
Donc on a deux types de penseurs de l'Aufklärung, et là, Horst Müller a raison, il nous dit qu'il y a deux types de pensées. Il y a les uns qui sont plutôt empiristes, ou qui, justement, n'ont pas de théorie de l'histoire, et ce sont ceux qui vont se retourner de manière sceptique contre la Révolution, qui quelquefois vont regarder vers l'Angleterre, en disant c'est l'Angleterre qu'il faut imiter, pas la France. Quelquefois, non. Donc là, c'est des noms comme Wieland, Klopstock. Et les autres, nous dit-il, en fait, ce sont ceux qui ont une théorie de l'histoire. Et moi, je crois que c'est juste. Je crois que c'est juste, c'est bête à dire, mais effectivement, pour pouvoir accueillir positivement ou penser la Révolution, il faut avoir une théorie de l'histoire. Ça a l'air d'aller de soi, hein, mais ça ne va pas du tout de soi. Je reviendrai tout à l'heure avec l'Allemagne. Vous n'avez pas de théorie de l'histoire chez le plus grand penseur allemand du début du XVIIIe, Christian Wolff. Il est incapable de penser l'histoire. C'est quelque chose. Il pense le progrès, hein, sans aucun problème, hein, mais le progrès, pas en termes historiques. Ce qui manque, c'est une certaine conception épocale, comme on dirait en allemand. Ça veut dire une certaine. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est pas très joli, épocale, mais une certaine conception de l'histoire comme ayant des âges et des temps. Et ça, c'est assez amusant. Je crois qu'il y a un point de contact très fort entre la philosophie de l'histoire et la philosophie politique d'un côté, et de l'autre, la philosophie de l'éducation. C'est la capacité à dégager des âges, la capacité à dégager des moments, des époques. Quand vous regardez Rousseau, je n'ai pas dit que c'était une philosophie de l'histoire dans les 1000, mais vous avez ce parallèle, et vous passez très facilement de l'un à l'autre. Rousseau, quand vous le retrouvez chez Herder en Allemagne, vous trouvez la traduction en termes historiques de ce que Rousseau a dit en termes pédagogiques. Chaque âge a sa félicité, chaque âge a sa perfection. Je ne me souviens plus des formules exactes de Rousseau. Ben, vous allez trouver à peu près la même chose chez Herder en parlant des époques des nations. Chaque époque a son centre de félicité en lui-même. Vous allez trouver des liens évidents. Donc effectivement, il y a une pensée de l'histoire, et une pensée de l'histoire forte, c'est-à-dire pas simplement une pensée du progrès dans le temps, mais quelquefois une pensée de ce qui fait époque, une pensée des époques. Alors, chez Kant, je ne la vois pas, peut-être qu'il y en a une, mais je ne l'ai pas vue. C'est très net chez Hegel, c'est très net chez Fichte. Très net chez chez Herder évidemment, c'est très net chez dans cette pensée allemande. Les Allemands ne l'ont pas inventé, ils l'ont certainement récupéré de Voltaire ou d'autres, mais ça va être mis en forme d'une certaine façon. Pensée de l'histoire qui peut être épocale, mais pensée de l'histoire aussi qui va réfléchir à comment marche l'histoire. Est-ce que l'histoire, ça fonctionne depuis la base, ce qu'on appelle en allemand von unten hinauf, donc ça vient du bas et ça grimpe, ou est-ce que ça descend, von oben herab, ça descend du ciel? Est-ce que c'est top-down, comme on dit maintenant en bon français, ou est-ce que c'est bottom-up? Vous n'êtes pas au courant, hein, mais moi, mes collègues sciences de l'éducation le disent souvent. Hein. Ben, je suis aussi étonné que vous. Donc, est-ce que ça vient du bas ou est-ce que ça vient du haut? Et ça, vous allez aussi avoir une réflexion là-dessus qui va faire le partage. Et quelqu'un comme Kant, que vous connaissez bien par ailleurs, est très intéressant parce que c'est celui qui va passer par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il commence très nettement par l'idée d'une révolution possible par le bas, en terminant par des doutes sur la révolution, et en tout cas en manifestant l'idée que le progrès historique se fait par le haut. Bon. Voilà, donc effectivement, tout ça pour dire sur cette première partie, je reprenais Horst Müller qui dit des choses très, très exactes sur effectivement la manière dont 1789 a été vécu et pensé en Allemagne, et je crois que... je reviendrai tout à l'heure rapidement, pour qu'il y ait une pensée de la transformation à partir de l'éducation, il faut que se mette en place une philosophie de l'histoire, et il faudra aussi que se mette en place une philosophie de l'homme, ou autrement dit une anthropologie. Ça, c'est très net aussi. Ce qui veut dire que dans le XVIIIe siècle allemand, du point de vue intellectuel, c'est celui qui va aussi être capable d'articuler les deux, parce que le mot anthropologie, qui existait déjà ailleurs dans un sens médical, va être aussi repris dans un sens d'anthropologie culturelle, comme on dirait maintenant, comme une pensée de l'homme, et une pensée de l'homme notamment dans sa Bestimmung. Bestimmung, c'est le mot allemand très pratique, qui veut dire deux choses différentes, donc c'est très pratique parce qu'on peut l'assigner au sens qu'on veut. Bestimmung, en allemand classique, voudrait dire définition, vous avez le droit de dire Definition, hein, mais Bestimmung, c'est détermination, au sens logique du terme, et Bestimmung, zu etwas bestimmt sein, c'est être destiné à quelque chose. Donc effectivement, vous avez à la fois l'idée de définition et l'idée de destination. Donc la grande question du XVIIIe siècle allemand, c'est une question qui vient de la théologie. C'est Spalding, c'est un théologien néologue, comme on disait, donc un théologien pas du tout conservateur, mais au contraire progressiste, qui le pose. Qu'est-ce que c'est que la destination de l'homme?
Et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve cette question jusque chez Kant, jusque chez Fichte, beaucoup moins après. Ça veut dire qu'avec la fin du XVIIIe, ça sera la fin de la question de la Bestimmung. Mais cette question, elle va être porteuse de 1740-1750 jusqu'à 1800. Donc ça va être une pensée marquante. Et je crois que ce qui caractérise la pensée allemande du XVIIIe siècle, c'est la mise en place d'une pédagogie. Pourquoi y a-t-il eu pédagogie? Parce qu'il y a eu, effectivement, sur le modèle d'une pensée de l'histoire, une pensée des âges, une pensée du développement à travers des âges, donc aussi grâce à Rousseau, évidemment, et parce qu'il y a eu aussi une pensée anthropologique, donc une pensée anthropologique qui oblige à penser l'homme entier, et l'homme entier qui, comme tout le monde le sait, commence petit. Donc dans l'homme entier, il y a aussi la femme, il y a aussi l'enfant, il y a aussi le vieillard, le prisonnier, le nègre du Congo, enfin, il y a un tas de choses qui se promènent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Excusez-moi, c'était le vocabulaire de l'époque. Alors, justement, vous avez cette pensée qui est une pensée des Lumières, ça c'est le deuxième point chez Horst Müller, il nous dit « Die Aufklärung sollte bereits beim Kind beginnen ». Oui, ben, les Lumières, ça devait aussi commencer chez l'enfant, hein. Et c'est pour ça que la pédagogique a été d'une importance aussi extrême. Ben oui, on a été dans une époque philosophique, une époque éclairée, et une époque dans laquelle aussi la pédagogie a pris un sens énorme. Chez des gens qui étaient des éducateurs pratiques, évidemment, donc ça c'est connu, par exemple on cite souvent Basdo, le philanthropine de Dessau, on va citer les piétistes, ça a commencé à la fin du XVIIe, donc on a eu une énorme production réelle sur l'éducation, mais il y a eu aussi des aspects théoriques, et c'est ça qui est très intéressant. Aspect théorique, notamment, moi je m'étais intéressé à ça de plus près, bon, M. Müller n'en parle pas, mais je me suis intéressé à ça, c'est l'institutionnalisation de la pédagogie. C'est-à-dire quand est-ce que le mot est créé, quand est-ce que la matière est enseignée. Sachant que quand on l'enseigne, c'est pour l'enseigner à des gens des quatre facultés, notamment à des gens qui auraient pu devenir pasteurs, mais qui ne veulent pas devenir pasteurs. La plupart des gens s'inscrivaient en Allemagne au XVIIIe siècle dans la faculté de théologie, parce que c'était celle dans laquelle on devait le moins payer. Et on était sûr d'avoir du boulot au bout, parce que les pasteurs, ça ne manquait pas. Mais certains se rendaient compte qu'ils ne voulaient surtout pas devenir pasteurs. Schelling, Hegel, il y en a eu d'autres, hein. Donc beaucoup recevaient aussi des cours généraux, et beaucoup, en attendant soit de servir comme pasteur ici ou ailleurs, soit en évitant le pastorat, devenaient Hofmeister, donc devenaient précepteurs. Auslehrer, comme on dirait maintenant, enseignant à la maison. Donc, académien n'existait pas à l'époque, on n'allait pas dans une officine privée, c'était plutôt le précepteur qui se rendait dans les familles. Bon. Donc effectivement, le 1770, c'est l'année vers laquelle ce mot de pédagogie va entrer dans les universités allemandes. Kant commence ses cours de pédagogie en 1976, il le fait bon gré mal gré, hein. C'est-à-dire qu'il l'a fait en ne montrant pas forcément de passion particulière, mais c'était une évidence qu'à Königsberg, selon les volontés du ministre de l'Éducation, on devait enseigner ça pour justement donner de meilleurs précepteurs. Göttingen, c'est pareil, donc les grandes facs allemandes du XVIIIe siècle, Göttingen, c'est pareil, j'ai regardé dans les années 1770 que les mots de pédagogie comme matière à enseigner apparaissent. Donc on a un mouvement général en Allemagne où là on peut voir que c'est une génération après l'esthétique, c'est la génération pédagogique. Évidemment, là je m'intéresse uniquement à la philosophie, hein. Il y aurait aussi un tas de réflexions que nous on jugerait pédagogiques qui ne rentreraient pas dans le domaine scolaire. Mais bon, c'est devenu quelque chose d'important, notamment ce qui ne rentre pas dans le domaine universitaire, mais ce qui a été très important, c'est les sociétés de lecture, il y en a énormément en Allemagne, on lit beaucoup, c'est le développement de la littérature de jeunesse, vous avez un tas de Robinson, évidemment Robinson n'est pas allemand, je le sais, mais vous avez un tas de Robinson et un tas de littérature de jeunesse faite sur le modèle français et anglais. D'où vient ce mot de pédagogie? Alors, c'est encore une fois le talent allemand de récupérer des éléments nés ailleurs pour les mettre en boîte et les faire rouler. C'est un peu comme l'automobile, hein. Vous savez, vous prenez des éléments qui sont faits dans les pays à côté, puis après, ça roule bien et puis ça fonctionne. Évidemment, les grands modèles, c'est Locke, fin 17e, Fénelon, beaucoup lu, et évidemment Rousseau, qui a provoqué une révolution énorme. L'auteur le plus lu au début du XVIIIe siècle en Allemagne, c'est Voltaire. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle en Allemagne, c'est Rousseau. Et celui qu'on oublie souvent, même s'il y a eu un livre il n'y a pas longtemps sur lui, c'est Helvétius. C'est-à-dire que Helvétius est juste derrière Rousseau. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout exploré, mais je commence à me rendre compte, justement en lisant certains passages très célèbres de philosophes allemands,
qu'il y a du Helvétius. Par exemple, cette déclaration complètement folle de Kant, ce qui n'est pas de Rousseau justement, de Kant ou de Fichte, l'éducation peut tout, l'homme n'est ce qu'il est que par l'éducation. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais évidemment, c'est du français repassé en allemand. Et là, avec un terme d'éducation qui n'est pas du tout la pédagogie comme action volontaire d'un maître sur un enfant, mais dans l'éducation, on comprend toutes les influences extérieures, notamment empiristes, dans le cas d'Helvétius, toute la psychologie empirique, tout le développement de la psychologie empirique que peut avoir le milieu. Donc vous voyez, attention à ces formules, c'est-à-dire que les Allemands eux-mêmes vont toujours osciller entre un sens très précis de pédagogie, qui est comment je fais cours aux petits-enfants et comment je fais leur éducation morale, quand même, il n'y a pas juste faire cours, et avec un sens très général, où là on sent une réception française. Justement, dans l'homme n'est que ce qu'il est que par l'éducation, ou dans la manière dont même Fichte, au début, en 1793, dans son propos sur la Révolution française, voit aussi la manière d'incliner la psychologie empirique, c'est-à-dire la manière dont les pensées s'enchaînent machinalement, l'association des idées. Eh bien, il reprend des schémas de pensée français. Il y a des schémas de pensée français, évidemment pas du tout dans un sol empiriste, mais repris et transformés autrement. Bon, voilà. Alors, je reviens à mon monsieur Müller. Effectivement, les Aufklärers pensent effectivement que l'éducation doit commencer chez les enfants. Mais ils ont aussi quelquefois ce qu'ils appellent une Volksaufklärung. Alors, avec toute l'ambiguïté du mot Volk, aussi bien en allemand qu'en français, l'éducation du peuple, qui veut dire à la fois l'éducation des couches défavorisés, par opposé justement aux nobles ou aux bourgeois. Il y a notamment une bourgeoisie culturelle en Allemagne, qui a partie liée avec la noblesse, parce que l'Allemagne est un pays qui donne aussi énormément de titres universitaires pour que toutes les principautés, et duchés, etc. puissent fonctionner. Donc on a des universités qui servent à plein pour donner des diplômes et fournir des gens qui travaillent dans les territoires. Ici, donc, évidemment, on a aussi une Volksaufklärung comme éducation du peuple, et éducation aussi du peuple qu'on peut concevoir comme une unité dans un schéma politique. Et c'est ce qu'on va voir notamment avec, quelquefois en Allemagne, des reprises de ce qui se passe en France, avec les almanachs, des catéchismes républicains. Il y en aura quelques-uns, mais les catéchismes ne sont pas uniquement républicains. Vous allez aussi avoir un tas de catéchismes religieux, moraux, de différents types. Vous allez avoir aussi, notamment chez Fichte, très nettement, plus que chez Kant, la figure du philosophe comme étant un prêtre de la vérité, donc comme devant s'adresser directement depuis sa chair au peuple. Fichte à Berlin, dans les discours à la nation allemande, c'est ce qu'il fait. Il s'adresse au Kaufmann, le marchand, aux dames, il s'adresse à toute la nation allemande pour essayer justement d'avoir une résurgence. Donc vous avez cette pensée vraiment de la popularisation de la raison, comme on dirait en France, même si ce n'est pas un mot allemand. Et donc là-dessus, on voit déjà que le gros paradoxe de l'éducation, c'est ce que l'éducation c'est réservé aux enfants ou non, ça va être tranché au 19e de manière drastique suite aux échecs politiques, mais on voit que les Allemands, notamment Kant et Fichte, très nettement récupèrent une tonalité politique dans l'éducation. Très nettement. Ils récupèrent une tonalité politique dans l'éducation, et ça se voit à plusieurs éléments. Ça se voit notamment avec le rôle qu'ils attribuent à la contrainte. Quand vous regardez la manière dont ils pensent dans des passages célèbres, alors je pourrais vous citer des textes historiques de Kant, ou vous citer même Kant sur la pédagogie, ça c'est très célèbre, on pense toujours, il faut commencer par discipliner, après cultiver, après civiliser, après moraliser, ça c'est le plus dur, bon ça on connaît, c'est répété à l'envi un nombre de fois. Et quand vous voyez les choses, c'est toujours une intériorisation de la contrainte. Et l'éducation en général, le passage à l'âge d'homme depuis la petite enfance, vous savez là où on a des pulsions mauvaises, où il faut être discipliné, là on pourrait mettre le feu à la maison, crever les yeux de quelqu'un, donc il faut vite retirer le couteau ou les allumettes. Ce n'est pas les exemples de Kant. Kant a d'autres exemples, c'est des exemples que vous retrouverez chez Pauline Kergomar en France au 19e, ça sonne très kantien quand même, donc il faut discipliner. Bon, ça c'est toujours l'idée que qu'est-ce que c'est que s'éduquer en général, qu'est-ce que c'est que parvenir à la maturité, qu'est-ce que c'est que parvenir à la Mündigkeit, comme on dit en allemand, à la majorité, au sens d'être majeur, pas être le plus nombreux. Ça, c'est pas ce qu'on dirait en allemand. Ça serait un jeu de mots idiot, on dirait Mehrheit, personne dirait Mündigkeit. Donc qu'est-ce que parvenir à la Mündigkeit, qu'est-ce que parvenir à la majorité, le fait d'être majeur, le fait de penser, agir par soi-même, intérioriser de plus en plus la contrainte. Et ça, pour moi, c'est très nettement un facteur emprunté à la théorie politique qui va être répatrié dans l'éducation.
Kant, ça n'empêche pas par ailleurs d'être très juste sur certaines mesures strictement pédagogiques au sens strict, quand il dit, regardez chez Basdo, ce qui est bien, c'est qu'on apprend les langues comme en jouant. Donc là, la contrainte, comme par hasard, disparaît, et il nous montre que la méthode dite grammaticale pour apprendre les langues est très mauvaise. Ça vous rappelle peut-être quelque chose d'avoir appris le latin comme ça, peut-être, ou l'allemand, avec derden, desdem, et jusqu'à n'en plus pouvoir. Et bien justement, il nous dit, ça c'est atroce, il ne faut absolument pas faire ça. Quand vous voulez apprendre une langue, il faut reprendre la méthode naturelle de Basdo et apprendre les langues comme en jouant. Vous avez souvent des références à Basdo et aux Philanthropines, qu'il n'a pas vu lui-même, mais qu'il a lu d'après des rapports. Donc, une méthode plus ou moins inspirée de Rousseau. Vous avez effectivement chez Kant, une fois de temps en temps, malgré tout, des points qui montrent qu'on n'est pas uniquement dans la contrainte aveugle. Mais quand il tient des propos généraux sur l'éducation, on retrouve cette dimension politique, parce qu'on est dans la conception que finalement, qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est le passage de la nature à la liberté, comme dira Fichte. Donc aussi, qu'est-ce qui fait qu'en général, on va devenir libre? Eh bien, c'est aussi l'intériorisation des contraintes de politesse, l'intériorisation des contraintes des lois de la société. C'est aussi les règles de l'école. Mais l'école n'est jamais qu'un des facteurs de coercition qui font qu'on arrive à une certaine liberté. Voilà. Donc, ici, on a effectivement quelque chose d'intéressant. Monsieur Müller citait aussi un exemple de Kant, un texte de Kant que nous on regarde assez peu, c'est un texte de 1777 que Kant écrit sur Basedow. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est un des seuls textes que Kant a écrit dans les années 70 déjà. Dans les années 70, c'est la décennie silencieuse. C'est là où Kant s'exprime très peu. Donc c'est assez amusant d'avoir un des rares témoignages. Il a dû écrire un extrait sur les races humaines, qui était une invitation à des cours, plus ces deux articles. Sinon, on n'a pas de grande œuvre entre 1770 et la critique de la raison pure. Que nous dit-il? Eh bien, il nous dit justement, grâce aux philanthropines de Basdo, à Dessau, eh bien, il ne faut pas attendre une allmähliche Schulverbesserung, une amélioration des écoles peu à peu, mais le Heil des Menschengeschlechts, donc le salut de l'espèce humaine ou du genre humain, rien que ça, il ne faut pas l'attendre d'une langsame réforme, d'une réforme lente, mais d'une révolution, et il souligne, rapide. Ouf. Ça veut dire que, pour lui, on avait une pépinière, une véritable pépinière, qui était une véritable école de formation des maîtres. Et là, on est chez un Kant des années 70 qui pense très clairement l'évolution sociale par une révolution, mais une révolution qui ne serait pas politique. C'est-à-dire pour lui, justement, qu'est-ce qui va causer la révolution? Qu'est-ce qui va causer la révolution dans les esprits? Toujours pareil, qu'est-ce qui va causer la révolution dans les manières de penser? On en revient toujours à ce fond, hein. La révolution, c'est une révolution dans les esprits, dans les manières de penser. Ce qui va permettre la révolution dans la manière de penser dans les esprits, eh bien, c'est justement que cette école va servir de Pflanzschule, de pépinière, ce que veut dire séminaire. Séminaire, c'est le mot allemand pour dire école normale, hein, ou pour dire l'équivalent d'institut de formation des maîtres. Hein. Donc, c'est séminaire, c'est une pépinière, une Pflanzschule, dans lequel les maîtres iront se former, et de peu en peu, par l'exemple, par le bon exemple, au sens de Beispiel, vous savez ce qui fait réfléchir pour trouver les bonnes règles, pas l'exemple à suivre de manière esclave, bon, ça on connaît, et bien, en donnant justement des exemples de bonnes règles et en faisant bien cogiter, on peut attendre une révolution rapide de la manière de penser en Allemagne grâce aux écoles. Donc là, on a un schéma vraiment qui part du bas vers le haut. Et ça, il faut voir deux choses. Un, est-ce que quelqu'un comme Wolff aurait pu dire la même chose? Non. C'est très net. Wolff pensait l'amélioration de l'espèce humaine, sans aucun problème. Wolff pensait l'amélioration morale de l'espèce humaine, sans aucun problème. Ça, ce n'était pas quelque chose qui lui faisait défaut. C'était même quelque chose de central dans sa théorie. Mais justement, on n'avait pas la même théorie de l'histoire, pas de préflexion sur l'histoire, et pas une anthropologie très développée non plus. Et c'est ça qui a manqué. Il a manqué, à mon avis, de placer de point de vue central le concept de Bestimmung ou de destination. L'éducation, nous disait Wolff, eh bien, c'est la seule manière de faire vivre à quelqu'un une vie réellement humaine, de le faire s'acquitter en personne de ses devoirs. On doit apporter un soin au développement de l'autre, c'est une obligation.
Obligation d'autant plus pressante qu'on a soi-même développé ses facultés. Donc on voit bien la notion d'obligation morale. On trouve dans les textes juridiques de Wolff aussi l'idée que de la même façon qu'il faut que l'État s'occupe des pauvres, il faut aussi que l'État s'occupe des orphelins et que l'État investisse dans des instituts publics d'éducation. Ça, on le trouve. Ça, c'est pas du tout une innovation kantienne. Mais il n'y a pas de destination du savant, il n'y a pas de destination de l'homme, il n'y a pas de génération future, il n'y a pas de théorie des générations, alors que ce qui va être très marquant chez Kant et après chez Schleiermacher, par exemple, c'est cette idée toute bête pour nous, que qu'est-ce que c'est qu'éduquer? C'est une génération qui éduque l'autre. On a vraiment l'idée qu'on est dans un schéma tout individuel, de perfectionnement moral, de perfectionnement de soi, où on doit passer effectivement d'une pensée hétéronome à une pensée autonome. Ça, c'est propriomarté, par son propre Mars, par ses propres forces. Ça, c'est déjà du Wolff, c'est pas du Kant. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas du Kant, justement? Eh bien, parce qu'on n'a pas aussi l'idée que l'humanité va atteindre sa destination comme sujet collectif avec un changement de génération en génération. Là aussi, il y a une absence de pensée de l'époque. On est dans une pensée de l'Ancien Régime, très nette. Quand vous regardez tous les exemples que prend Wolff, qu'est-ce que c'est que s'éduquer? C'est atteindre sa perfection. Très bien. Atteindre sa perfection, qu'est-ce que c'est? C'est atteindre la perfection dont on est capable. Les exemples qu'il donne de perfection, c'est la dame à gauche, l'homme à droite. Le duc devant, le vicomte derrière. Les processions d'Ancien Régime. Donc, si on rétablit ce schéma social de génération en génération, mot qu'il n'emploie pas, si le petit homme, eh bien, justement, il atteint sa perfection, mais dans cette société-là, finalement, il aura atteint son compte. Alors que non, de l'autre côté, on est dans une roue, mais qui ne tourne pas sur elle-même. On est dans une roue qui fait un peu avancer les choses. Wolff, d'une manière assez amusante, et c'est quelqu'un qui, effectivement, ne pense pas du tout l'éducation, ce qui a l'air pour nous est une évidence, l'éducation comme un phénomène générationnel. Donc là aussi avec un phénomène de rupture et de continuité, et de passage. Non, on n'est pas dedans. Wolff emploie parfois le mot pédagogien, je l'ai trouvé en latin, je ne dis pas de bêtises, non, je l'ai trouvé en latin, je crois. Alors j'ai été très épaté, ce n'est pas une discipline, il ne la cite jamais comme discipline, alors qu'il en a inventé des centaines. Mais il ne les a pas toutes faites. Mais il faisait des tableaux encyclopédiques de discipline, ça ne lui aurait pas coûté grand-chose de le faire, il ne l'a pas fait. Je l'ai trouvé comme un exemple de manuductio, c'est-à-dire conduite par la main. Et il prend ça dans le terme éthique. Pour lui, pédagogie, ça renvoie finalement à la relation qu'a le pasteur ou le prêtre avec l'enfant pour le conduire par la main moralement. Donc c'est assez conforme à ce qu'il fait. Pour lui, c'est pas un thème, c'est pas un vrai thème, la pédagogie. Il en parle comme ça. Il parle de thèmes que nous on appellerait pédagogiques, mais pour lui, c'est pas quelque chose qui existe. Et il voit toujours ça comme la manière dont il y aurait une prise en charge individuelle et strictement individuelle de reproduction sociale et à destination morale. Deuxième chose qu'il y a chez Kant, ici, là c'est pas par rapport je disais à Wolff, quand il parle effectivement d'un mouvement qui part du bas et qui peut aller vers le haut, on a aussi là quelque chose qui va beaucoup bouger. Dans les années 80, par exemple, quand on regarde une annexe du texte sur l'anthropologie, ça n'a pas été publié, effectivement, il va nous dire, ben oui, qu'est-ce que c'est que éduquer? Éduquer, c'est toujours pareil, c'est arriver à la Mündigkeit, arriver à la majorité. Or, il faut se sortir de 3 minorités. Quelles sont les 3 minorités qu'il cite? Ça, c'est assez intéressant. Il nous dit, ben oui, il y a une minorité à l'école. Il y a une minorité à l'école, minorité donc strictement pédagogique. Ça veut dire que justement, il faudrait une éducation négative pour éviter qu'on passe son temps à imiter, pour éviter justement qu'il y ait toujours une contrainte. Mais il faudrait deuxièmement une libération en tant que législation, ce qu'il appelle une législation négative sur le modèle de Rousseau. Donc ça rappelle le texte de 98, où il va citer beaucoup de Rousseau aussi. Mais effectivement, qu'on apprenne aussi à faire usage de sa liberté sous des lois naturelles. Et troisièmement, il faudra aussi une religion négative où il n'y aurait plus de prêtres, de priesters, mais des Geistlichen, ce qui veut dire la même chose en allemand, normalement, mais des gens d'église, mais des gens d'église qui auraient vraiment de l'esprit, si je puis dire. Et là, on ne nous donnerait plus dans la main des livres que nous ne comprenons pas, mais nous en ferions un meilleur usage. Donc il y aurait toujours la même chose du sapere aude
utilise toi-même ta propre raison, c'est-à-dire, effectivement, ne sois pas mécanique, mais sois judicieux, enfin, il le dit de plein de façons différentes. Mais là, on voit bien qu'il pense 3 types de minorités. Il nous dit « In drei Verhältnissen Kinder », donc nous sommes enfants sous 3 rapports. « Kinder eines Hausvaters », nous sommes les enfants, littéralement, du père de la maison, donc de la maisonnée. Donc là, ça renvoie strictement à la pédagogie. « Kinder eines Landesvaters », du père du pays, donc le prince, littéralement. Landesvaters ne veut pas dire ça en allemand, mais littéralement c'est ça. Et Kinder eines Beichtvaters, du confesseur, du père qui nous confesse. Et nous dit justement, ça on n'arrive pas à s'en sortir, eh bien il faut qu'on sorte de cette triple minorité. Et là on voit bien que d'une certaine manière, même si l'école est importante, on voit bien que quand il parle quelquefois d'éducation, il peut en parler très en général, quelquefois très en particulier. Dans l'éducation en général, il y a l'éducation scolaire en particulier ou le préceptorat, mais il y a aussi une prise en charge de soi-même et par la politique et par la religion. Dans les derniers textes que vous connaissez sûrement, notamment dans le conflit des facultés, là, il nous dit exactement l'inverse. Il nous dit que c'est justement, ou même dans le texte publié de l'anthropologie, très tardif aussi, 1798, il nous dit exactement le contraire. Il nous dit que bon, qu'il est bon que l'État ait des évolutions de temps en temps, donc il se réforme, et il ne pense plus du tout en termes de révolution, et il nous dit que cette évolution, elle viendra aussi par le haut. Donc il pense à la providence. Il y a un appel à la providence qui est très net dans les derniers textes. Une sorte de défiance de ce qui vient du peuple, une sorte de défiance de l'organisation qui vient de la base. Qu'est-ce qui a changé? Au début, je pensais que c'était une opposition complète. Maintenant, je pense que non, ce n'est pas forcément une opposition complète. Ce n'est pas forcément une opposition complète entre les deux. Parce que, d'un côté, effectivement, il y avait cette idée d'une révolution dans la manière de penser, et de l'autre côté, il y a encore une révolution dans la manière de penser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez le mot révolution chez Kant, évidemment, il s'oppose à réforme, mais il y a des fois, très nettement, la révolution, c'est une révolution dans la manière de penser. Par exemple, quand vous regardez un texte des années 90 sur la religion dans les limites de la simple raison, il nous dit, mais qu'est-ce qu'il faut changer? Une révolution in der Gesinnung im Menschen. Donc une révolution dans la manière de penser. Quelquefois on traduit par intention, disposition mentale, Gesinnung, état d'esprit. Ça dépend, les traductions ne sont pas les mêmes, parce que c'est le mot qu'il emploie en morale pour dire intention ou conviction. Bon. Alors, en tout cas, une révolution dans la manière de penser de l'homme. Et suit tout un passage où il nous explique que le même phénomène peut être pris à la fois comme révolution ou comme évolution, ou comme simple progrès. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, puisque la finalité de l'éducation, c'est toujours la moralité, il faut dépouiller le vieil homme. Là, il le cite. Il cite l'évangile de Jean 3,5, à comparer avec Moïse 1,2, le premier livre de Moïse, donc c'est le premier livre de Moïse, c'est la Genèse. Voilà, bon, il cite ça, pouf, et après, il nous explique effectivement que là, dépouiller le vieil homme, passer à la moralité, c'est une révolution, mais en même temps, en termes d'éducation morale, c'est simplement une évolution. C'est la manière aussi dont peu à peu vous apprenez à dégager les maximes, à juger les maximes bonnes, etc. Donc ce texte, il est assez amusant. On voit bien que évolution, révolution, déjà, on peut composer, et que quand on parle révolution, méfiez-vous toujours, c'est-à-dire on est chez les Allemands, et je crois que Herzmöller a eu raison en disant que la révolution, elle a toujours un côté luthérien, et la révolution, c'est toujours une révolution pour la liberté de penser, une révolution en esprit. Et c'est pour ça que c'est toujours très, très étonnant. Bien sûr, quelquefois, il va dire révolution comme révolution française, mais on a une manière de penser l'évolution sociale à partir d'une révolution des esprits. Et une révolution qui, forcément, vu qu'elle est morale, est aussi individuelle, in fine. Alors, juste pour finir là-dessus, après je préférerais répondre à des questions finalement. Est-ce que cette révolution sociale chez les Allemands, vu qu'on parlait de transformation sociale, elle est complète? Non. Ça ne se voit pas chez Kant, ça ne se voit pas chez Fichte, parce que Kant et Fichte, on parle de l'homme en général, der Mensch toujours, l'homme en général, l'être humain. Ça se voit chez d'autres auteurs. Quand vous regardez des auteurs moins philosophes, mais qui sont aux philanthropines de Dessau, par exemple Struve en 1785, vous avez un phénomène très marquant dans la société allemande, c'est qu'on garde les Standesverhältnisse, c'est-à-dire les rapports de Stand, ça peut vouloir dire classe, mais ici c'est pas ça, classe, d'état, d'ordre. La société allemande reste une société d'ordre. Et quelquefois, on vous explique, notamment chez les philanthropinistes, qu'il faut éduquer les gens conformément à leur destination sociale.
Comprenez, le bourgeois pour être bourgeois, le noble pour être noble, et le paysan pour être paysan. Ça veut dire que, certes, on a des philosophes qui vont tenir des discours très généraux, et c'est en ce sens aussi qu'ils sont politiques. Quand ils parlent d'une Volksaufklärung, c'est aussi des discours politiques. Ils veulent aussi atteindre tout le peuple. C'est très net chez Fichte. Même quand Fichte désapprouve la Révolution française, il y a quelque chose qui garde la Révolution française. C'est son inimitié, pour ne pas dire pire, de la noblesse. Ce qu'il veut supprimer à chaque fois, c'est les privilèges de la noblesse. Évidemment, à Berlin en 1810, en 1812, il n'aura pas beaucoup plus de succès qu'à Jena en 1790. Hein. Parce que quand vous regardez l'Allgemeines Landrecht, donc les textes de loi prussiens des années 92, on vous explique que tous les êtres humains sont certes semblables, égaux et libres, mais en fonction de leur état et de leur ordre. Donc dès la définition, vous êtes rangé dans un ordre. Wolff n'est pas mort. Hein. Et il faut voir que dans la Société du mercredi qui a fait les textes juridiques allemands, c'était tous des grands wolffiens. Donc Wolff n'est pas mort, l'ancien régime n'est pas mort hein, chez les Allemands. Enfin, il finira par mourir un jour, mais il a résisté un peu longtemps. Donc effectivement, il y a cette limite. La deuxième limite qu'il y a chez les Allemands, mais ce n'est pas que chez les Allemands, c'est aussi la manière dont ils pensent justement l'éducation des filles. Là, c'est très net aussi chez Horst Müller, il fait un point très bon. Campe, le grand révolutionnaire, qui était aussi c'est celui qui est allé chercher sa distinction en 1792 à Paris avec Humboldt, qui a été précepteur de Humboldt, qui a dit que Rousseau et Locke avaient été des précurseurs et que lui avait suivi, donc c'est un grand personnage, qui a écrit aussi un nouveau Robinson. Il a en même temps écrit un livre pour l'éducation des femmes en expliquant qu'une femme devait apprendre la dépendance. J'ai bien dit la dépendance. Pas parce qu'un jour elle serait vieille, hein, mais elle a commencé dépendante, elle finira dépendante, et tout au milieu, elle sera dépendante aussi. Hein. Donc évidemment, il dit ça très gentiment, très tendrement, que la femme n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour autrui. Alors vous trouvez évidemment des gens qui vont dire la même chose, mais dans une pensée du peuple, d'une pensée de la pédagogie générale, qu'est-ce qu'on fait des femmes? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qui va se passer, pour clore le propos, là je vais juste un point au 19e, la grande fracture entre le 18e et le 19e, la grande fracture, c'est il faut dire la vérité, ce qui va se passer en Autriche comme en Prusse, c'est le retour du conservatisme, comme en France, hein, de toute façon, avec une sorte de restauration. Et quels vont être les grands penseurs du début 19e? Soit Schleiermacher, qui est un représentant des ordres, il va vous expliquer que certes, l'État doit intervenir dans l'école, mais l'État, ça n'est jamais qu'une Gemeinschaft, une communauté comme les autres, comme sont la famille, comme sont l'Église, comme sont ceci et comme sont cela. Donc une conception assez amusante de l'emboîtement des communautés, et pas du tout, enfin de l'emboîtement, pas du tout, hein, de l'emboîtement justement, d'une juxtaposition des communautés plutôt que de tout sous l'État. Donc c'est assez étonnant. Donc l'État a bien un rôle, mais pas uniquement. Donc là, on va avoir effectivement encore une pensée un peu archaïque et une pensée d'ordre, malgré des points très modernes par ailleurs. Et Herbart, l'élève de Fichte, qui va complètement retourner le point de vue par rapport à Fichte en disant le problème de Fichte, c'est qu'il n'a pas compris que la pédagogie, c'était surtout pas de la politique. On se trompe d'échelle. La politique, ça marche en grand. La politique, ça marche sur des adultes. La politique, ça marche à la contrainte. Ça marche à l'espoir et la crainte. La pédagogie, non. La pédagogie, c'est du tout petit. Je veux surtout pas d'école normale. Je veux surtout pas de mise en place par l'État de structures d'éducation, parce que l'éducation, ça s'apprend dans un petit groupe. Le prof d'SP que je suis peut vous le confirmer. Hein, que faire de la pédagogie en amphi et de la pédagogie en petit groupe, c'est pas la même chose. Et justement, la pédagogie, eh bien, ça s'apprend dans le petit coin dans lequel on s'est trouvé à l'étroit et enfermé, nous dit-il, et après dans lequel on va refaire jaillir des idées. Herbart va reprendre l'idée du Kant des années 1770, hein, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière l'évolution sociale, l'évolution même morale, elle se fera par la base, indépendamment de l'État. Il ne veut surtout pas d'immixtion de l'État dans les matières pédagogiques, parce que l'État n'y connaît rien en pédagogie. L'État va utiliser la pédagogie à ses fins à lui, et pas aux fins de la pédagogie, qui sont le développement moral. Donc c'est à la fois très intéressant et très moderne, et en même temps très conservateur. Et donc le grand nom du 19e siècle allemand sera Herbart, et Herbart qui sera celui qui, définitivement, au moins pour le 19e siècle allemand, dira qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Une science. La pédagogie, donc, c'est une discipline dans laquelle il faut s'y connaître. Il faut renvoyer aussi bien les philosophes que les politiques qui n'y connaissent rien, enfin les politiques à la Fichte, les philosophes à la Fichte et les politiques à la Fichte qui n'y connaissent rien. Et
Il faut penser effectivement une évolution morale, mais qui garde en même temps l'individualité, le caractère de la famille, le caractère de la nation, le caractère de l'ordre. Donc une pédagogie qui ne sera pas du tout un bouleversement politique, pas du tout révolutionnaire. Et je pense que là, c'est aussi le contre-coup de la Révolution française, qui va être vue comme un échec, comme un gros échec. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui avaient vu d'un côté l'éducation comme une révolution des esprits vont perdre devant ceux qui, comme Herbart, vont dire non, d'une certaine manière, au XIXe siècle, l'éducation, c'est quelque chose qu'il faut professionnaliser, qu'il faut en tout cas, professionnaliser, c'est sûr, ils vont fonder des instituts pour ça, et qu'il faut considérer comme certes une évolution des esprits, mais une évolution vers la moralité, mais une évolution dans laquelle le moyen n'est pas uniquement la contrainte, parce qu'il y a énormément plus de ressorts dans la relation pédagogique que la seule contrainte, que la seule punition et que la seule récompense. Ceux qui pensent toujours la pédagogie uniquement avec la punition et la récompense sont des idiots. Voilà, donc on va avoir ça. On aura un retour, fin XXe siècle, avec ce qu'on a appelé pédagogie sociale en Allemagne, d'idées à la Kant et à la Fichte, mais pendant tout le XIXe siècle, vous aurez quasiment un blocage là-dessus, aussi pour des raisons politiques, suite à l'échec de la Révolution française. Merci beaucoup. Merci Jean-François Goubet.